Mesdames et messieurs, n'ayez pas peur, rejoignez-nous, venez vous installer. Vous pouvez rester, hein. Alors on va parler énergie, on va parler méthanisation, on va parler territoire. Donc je vous invite à prendre place. On ne pouvait pas te louper. Mesdames et messieurs, je vous invite à nous rejoindre si vous êtes intéressés par le sujet de la méthanisation, de sa durabilité, de son implantation sur les territoires, puisque on va échanger ensemble sur les impacts pour les maires et le développement durable de la méthanisation sur les territoires, en lien avec la certification, la réglementation et la certification RED 2 qui en découle. Pour ce faire, j'ai le plaisir de vous présenter Cécile Frédéric, qui est déléguée générale de France Gaz Renouvelable. Bonjour. Et qui nous fait le plaisir d'être avec nous, aux côtés de Philippe Meinrath. Philippe, tu es administrateur, pilote du groupe de travail biodéchets à l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France, l'AMF, mais avec deux A. Et tu Bonjour. es également agriculteur composteur et directeur général d'AgriValor Énergie. Bonjour à tous. Le CV est complet. Voilà. Donc, je me présente également, je suis Grégory Lanoux, je suis le directeur de Biogaz Vallée, qui est le réseau des professionnels de la méthanisation et des gaz verts en France. Et à cette occasion, donc, j'ai le plaisir d'animer cette table ronde. Alors, je vous propose d'abord une petite mise en contexte. Sachez que au niveau de la méthanisation en France, il y a à date, alors j'ai relevé les compteurs avant-hier, pour les données qui sont publiées et qui sont publiques, nous avons en biométhane
c'est-à-dire la méthanisation qui épure le gaz pour pouvoir l'injecter dans le réseau, principalement, 633 unités qui produisent 11 gigawattheures par an, 11 TWh, pardon, merci. C'est-à-dire l'équivalent de 2 tranches nucléaires à peu près. Et puis en cogénération, c'est-à-dire le biogaz qui sert à faire de l'électricité et de la chaleur, il y a 1046 unités. Donc on est à peu près à 1700 unités au total en France. Donc pour une puissance installée de 585 MWh. Ça, c'est le bilan du nombre d'unités qui existent sur le territoire national. Après, on va parler un peu RED 2. On va vous expliquer ce que c'est, on va vous expliquer en quoi ça peut être quelque chose de rassurant pour les élus, pour les citoyens. Et les unités qui sont soumises à RED 2, il y en a 186 qui sont obligées de faire certifier la durabilité de la biomasse, donc de ce qui rentre dans ces unités de méthanisation. Et dans ces 186, il y en a 106 qui sont également obligés de faire certifier leur durabilité en matière de gaz à effet de serre. Et on va voir ensemble dans quelle mesure cette directive vient conforter la filière, sa durabilité en termes de biogaz et de biométhane, ce que ça signifie pour les collectivités et les territoires sur lesquels s'opèrent ces sites de méthanisation. Donc, je vais commencer par toi, Cécile, si tu veux bien prendre le micro. Ma première question, c'est tout simplement, est-ce que tu peux nous présenter France Gaz Renouvelable pour qu'on sache à qui on a affaire? Tout à fait, merci Grégory. Donc France Gaz Renouvelable, c'est une association qui a été créée en 2018 et qui va représenter l'ensemble de la chaîne de valeur depuis la production de gaz renouvelable, donc les agriculteurs méthaniseurs de France, dont Philippe est membre, les chambres d'agriculture, la FNCCR que vous connaissez bien ici, Biogaz Vallée. Donc on va représenter l'ensemble de la chaîne de valeur depuis la production jusqu'à la distribution du gaz. Donc on a également tous les gestionnaires de réseau qui sont membres de France Gaz Renouvelable. Et on est conçu pour défendre cette filière auprès des pouvoirs publics, des territoires, pour s'assurer du développement de la méthanisation principalement en France. D'autres gaz renouvelables seront produits ultérieurement, mais aujourd'hui on est sur la méthanisation comme Grégory l'a expliqué. Merci beaucoup. Philippe, même question pour l'AMF et puis AgriValeur Énergie aussi. Donc bonjour à tous. Donc effectivement, moi je suis agriculteur en Alsace, en grande culture uniquement, et ma ferme est en bio. Et en 2003, j'ai développé une activité de compostage avec d'autres agriculteurs de la région pour apporter une solution locale, territoriale, pour dans un premier temps valoriser les déchets végétaux sous forme de compost et pour apporter de la matière organique à nos terres. En 2010, on a découvert la méthanisation et on s'est lancé avec deux agriculteurs voisins sur un site de méthanisation en cogénération qui a aujourd'hui la spécificité aussi de valoriser les biodéchets de notre territoire et de produire de l'énergie localement. Je suis président de l'association des agriculteurs composteurs de France qui a 20 ans cette année et qui compte une 50aine de membres sur le territoire français et également effectivement administrateur à l'association des agriculteurs méthaniseurs de France, association dans laquelle je porte aussi le sujet de la valorisation des biodéchets, mais on aborde aussi plus largement l'approvisionnement des méthaniseurs. Je suis également un des référents sur la démarche professionnelle qu'on met en place, qui s'appelle la charte qualité de l'association des agriculteurs méthaniseurs de France, qui peut avoir des liens aussi avec la certification RED 2. Absolument, et on en reparlera. Tu as le micro, Philippe, garde-le. Je voulais juste que tu présentes à tout le monde en quoi la méthanisation est durable. Alors, c'est effectivement une question vaste, mais très importante. Pour nous, en tant qu'agriculteurs, la méthanisation est très importante dans le sens où c'est un outil qui doit être un outil de territoire. Ça veut dire déjà, premièrement, un outil adapté au potentiel du territoire, aussi bien en termes de production énergétique, mais aussi en termes d'entrants dans le méthaniseur, puisque c'est très lié. Et c'est aussi un outil pour nous, en tant qu'agriculteurs,
qui nous permet de donner de la visibilité sur notre métier et un meilleur ancrage aussi sur notre territoire. Et on verra dans la suite du débat qu'il y a plusieurs points d'entrée pour nous pour améliorer l'ancrage sur le territoire de notre outil de méthanisation. En tout cas pour nous, c'est important de donner du lien avec nos concitoyens, mais c'est aussi important de garder le lien avec les besoins de nos exploitations agricoles. Je prends l'exemple par exemple du retour au sol, du digesta. Pour nous, c'est un élément très très important dans la durabilité et la pérennité aussi de nos outils de méthanisation. Donc gestion des déchets, retour au sol, enjeux énergétiques, économie circulaire, on coche pas mal de cases. Exactement. Merci beaucoup. Cécile, en tant que simple citoyen ou en tant qu'élu, comment est-ce que je peux m'assurer que les unités de méthanisation de mon territoire sont durables ? Alors, l'Europe a défini un certain nombre de critères dans une directive. C'est donc la directive énergie renouvelable, la directive RED II, dont on parle aujourd'hui, qui a défini des critères pour les installations de méthanisation. Des critères qui vont être basés sur 2 socles. Les critères de la durabilité de la biomasse. Donc, sur quelle terre la biomasse est produite, quelle est sa durabilité, quel est son niveau d'émissions de gaz à effet de serre, et un critère sur justement les émissions de gaz à effet de serre, où l'unité de méthanisation va devoir respecter un seuil de réduction sur l'ensemble de l'unité, donc depuis la biomasse, mais en prenant en compte aussi le process et le digestat. Donc c'est une démarche qui est obligatoire pour les unités de méthanisation d'une certaine taille, les plus grosses aujourd'hui, mais c'est une démarche qui peut être volontaire pour des unités de méthanisation pour prouver leur durabilité. Et c'est une démarche qui va être faite par un organisme de certification qui est indépendant. Donc la filière a travaillé depuis la transposition, puisque la France a dû transposer cette directive européenne pour définir les critères, et elle a ajouté des obligations aux méthaniseurs qui étaient des obligations qui étaient déjà existantes, les obligations ICPE, les obligations sur les cultures alimentaires, puisque en France on a un modèle assez particulier, avec de nombreux intrants, et on a certains critères de limite sur les cultures alimentaires, puisque un méthaniseur ne peut pas introduire plus de 15% de cultures alimentaires dans son méthaniseur. Et l'ADEME, dans sa dernière note d'octobre dernier, estime qu'on est à entre 3 et 6% de cultures alimentaires dans les méthaniseurs. Donc pour un élu, pour un citoyen, si une unité est certifiée RED II, c'est quand même un gage extrêmement fort de durabilité, puisque c'est une démarche très lourde de suivi de tout ce qui rentre et de tout ce qui sort du méthaniseur. Et il y a un petit quelque chose quand même qui est un bon indicateur, c'est que si on n'est pas certifié RED II alors qu'on a l'obligation de l'être, on ne peut pas bénéficier du tarif d'achat. Tout à fait, Grégory. En effet, aujourd'hui, le tarif d'achat du biométhane, donc le gaz qui est vendu par le méthaniseur, est garanti par l'État. Et donc, si le méthaniseur doit être certifié RED II, s'il ne l'est pas, il ne touchera pas son tarif d'achat. Donc, il va vendre son biométhane au prix du gaz naturel fossile. Donc, une baisse très très forte dans son business plan, évidemment. Oui, il n'y a aucun intérêt à ce que ça se passe comme ça. Aucun intérêt. Philippe, maintenant qu'on a la théorie, est-ce que tu peux nous donner la pratique ? Comment ça se passe chez toi sur ton unité de méthanisation, et puis comment ça se passe chez les agriculteurs méthaniseurs de France de manière générale ? Alors je vais commencer par les agriculteurs méthaniseurs de France. Aujourd'hui, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'on est une association qui est née en 2010 avec l'initiative d'une dizaine de membres, et on est plus de 550 adhérents aujourd'hui. Donc vous voyez aussi, ça c'est assez en parallèle avec le développement et l'enjeu de la filière énergie durable en France. À ma connaissance, aujourd'hui, on est 120 adhérents à être concernés par la certification RED II.
en tout cas avoir l'obligation d'engager cette démarche, ce qui est fait dans la majorité des cas aujourd'hui chez nous. Donc nous, on a eu la chance d'être parmi les premiers à engager notre schéma de certification volontaire pour être conforme à la certification RED 2. Alors j'avoue que pour nous, c'est déjà une contrainte quand même supplémentaire puisque ça rajoute une couche administrative très lourde, il faut quand même le préciser. Avec toute l'activité qu'on a déjà à faire sur nos méthaniseurs, sur nos exploitations agricoles, c'est encore une contrainte supplémentaire, mais comme l'a rappelé Grégory et Cécile, c'est de toute façon une démarche obligatoire qui nous permet déjà d'avoir notre tarif et qui nous permet aussi d'avoir des éléments et des curseurs assez précis pour prouver la durabilité de notre système. Et ça, pour nous, c'est très important parce qu'il faut quand même toujours garder à l'esprit qu'un méthaniseur, c'est un outil qui se gère à un niveau local. Et qui dit local, dit limitation des transports et de la génération de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est pris en compte aussi dans la certification RED 2. Et nous, en fait, concrètement, quand le certificateur est venu sur notre site, on a pris tout le registre de nos entrants et on a vérifié qu'ils rentraient bien dans la catégorie des entrants considérés comme durables au niveau français, mais ça a été réécrit au niveau européen, mais il y a eu une retranscription au niveau français. Ce qui nous permet aussi de certifier tout le volume de biogaz qu'on produit en biogaz durable. Si on avait une partie des intrants... Qu'est-ce qui rentre chez toi, juste pour nous donner des exemples? Pour donner un ordre d'exemple, chez moi, il y a des effluents d'élevage de mon associé qui est éleveur laitier. On a les mares de raisin de nos voisins viticulteurs qu'on reprend sur le méthaniseur. On a des coproduits de transformation de céréales. Et on a très majoritairement des biodéchets alimentaires qu'on collecte sur notre territoire auprès de différents producteurs. Donc on est déjà obligé de prouver la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement du méthaniseur qui va du producteur jusqu'à la réception sur notre site de méthanisation. Donc ça, c'est un travail qu'on avait déjà mis en œuvre grâce à la charte de bonnes pratiques des agriculteurs méthaniseurs de France, où on s'oblige à avoir une fiche de traçabilité, donc une fiche d'information préalable qui nous dénomme le nom du producteur, le type de déchet, comment il a été obtenu et son numéro de lot quand il rentre chez nous sur le site de méthanisation. Donc ça, c'est un travail de traçabilité qui est très important, mais qu'il faut, à mon avis, anticiper tout de suite, parce que bientôt, tout le monde sera obligé d'entrer dans cette démarche de durabilité. Et ensuite, il y a un gros boulot de suivi au quotidien, d'étonnage qu'on utilise dans le méthaniseur. Ça veut dire que potentiellement, tu t'interdis certaines matières qu'on viendrait te proposer parce que justement, ça mettrait en défaut la durabilité du site. Exactement. En fait, nous, en pratique, sur notre site, on a un coproduit qu'on avait d'une industrie agroalimentaire qui n'a pas voulu s'engager sur le fait que c'est issu d'une culture durable, qu'on refuse désormais d'entrer sur notre site de méthanisation. D'une part parce que ça nous pose des problèmes de justification de durabilité et d'autre part parce que du coup, on est obligé de gérer deux lots de production de biogaz différents sur un même site, ce qui est très très lourd, quoi. Et en même temps, je me rends compte que ça nous donne aussi beaucoup de crédibilité auprès de nos différents apporteurs, que ce soit même des collectivités locales, puisqu'on est obligé de se mettre autour de la table avant d'accepter le coproduit ou le déchet, en leur expliquant, voilà, nous, on est obligé de rentrer dans cette démarche de certification pour justifier la durabilité de notre système. Donc, il y a des matières qu'on ne peut pas prendre et il faut que tout le monde joue le jeu, quoi. Et en préparant, tu précisais que l'Association des composteurs de France et l'Association des méthaniseurs de France avaient sorti un guide commun sur les biodéchets pour travailler sur ce sujet des intrants. Oui, alors j'ai déjà dit en introduction, nous on a un ancrage territorial quand même très fort.
puisque on vit sur les communes sur lesquelles on travaille, hein, donc c'est important aussi de se soucier de ce qui se passe. Et on est bien conscient qu'à partir du 1er janvier 2024, il y a l'obligation de la mise en place du tri à la source des biodéchets et pour un retour au sol. Et du coup, on se dit, nous, en tant qu'agriculteurs, on est quand même un maillon essentiel pour garantir la bonne qualité du retour au sol des biodéchets qui sont triés à la source. Donc on s'est associé, les deux associations, parce qu'on est souvent composteurs et méthaniseurs, et on s'est dit ça serait l'idée de travailler sur une plaquette qui fixe les objectifs de c'est quoi la vision d'un agriculteur composteur ou agriculteur méthaniseur dans la gestion du biodéchet sur son territoire, quoi. Donc on fixe des critères et des étapes à suivre, d'une part pour avoir un bon échange avec les élus, leur expliquer qu'on a des outils qui sont là sur le territoire, qui sont prêts à les aider et les accompagner dans cette gestion-là, et pour expliquer aussi notre vision sur c'est quoi la qualité du compost ou du digestat qu'on doit retourner au sol, quoi. Alors Cécile, si je comprends bien, nous qui sommes partie prenante dans la méthanisation, on peut vous dire et vous affirmer que c'est formidable. Voilà, vous n'êtes pas obligé de nous croire. Par contre, cette contrainte réglementaire devient une opportunité aussi pour objectiver finalement les échanges, le dialogue. Oui, tout à fait. Comme le disait Philippe, aujourd'hui, on a un certain nombre d'obligés qui sont donc des unités d'une taille certaine qui vont être obligées de passer par la certification. Demain, clairement, ça peut être une opportunité pour toutes les unités de méthanisation de prouver leur durabilité, et c'est une opportunité pour cette filière de montrer sa durabilité selon des critères qui n'ont pas été décidés par elle ou qui sont assez facilement objectivables. Donc en France, on est quand même sur une méthanisation, comme je l'ai déjà dit précédemment, avec de nombreuses réglementations. On a la réglementation ICPE, on a la réglementation des cultures alimentaires, on a la réglementation sur les cultures intermédiaires à vocation énergétique, qui demain est le gisement pour le développement de la méthanisation. Ce sont des cultures qui vont être produites entre deux cultures alimentaires, donc sans compétition avec l'alimentation animale ou humaine. Et donc on est vraiment sur une filière extrêmement encadrée qui elle-même se prend en main, puisque dès la transposition, la filière a apporté des outils pour aider les méthaniseurs à se faire certifier. On a signé des accords avec des schémas de certification reconnus par la Commission européenne, et on développe cette certification qui est certes lourde à mettre en place, mais un vrai gage de durabilité, et qui devrait rassurer les communes, les collectivités quand il y a un méthaniseur qui s'installe. La filière aussi développe un certain nombre d'outils de professionnalisation et de qualification. Vous avez j'ai perdu le terme, Calimeta, qui va qui est un label qui va certifier la chaîne amont de construction du méthaniseur. Vous avez la charte AMF, donc c'est important pour nous de travailler avec des agriculteurs méthaniseurs qui sont adhérents et qui vont être certifiés charte. Il y a des contrats de progrès qui se mettent en place pour une amélioration continue des process de méthanisation. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, les acteurs institutionnels comme l'ADEME reconnaissent toutes ces démarches qui sont mises en place par la filière. Donc aujourd'hui, moi je peux dire, RED 2, c'est une contrainte pour les agriculteurs, mais c'est clairement une opportunité pour la filière de prouver sa durabilité. Merci beaucoup à vous deux. Je vous propose un petit temps d'échange. Il nous reste quelques minutes pour pouvoir répondre à vos questions. Donc Cécile et Philippe sont à votre disposition. Si vous avez une question, je vous invite à lever la main, et surtout, je vous donnerai le micro, je vous demanderai de vous présenter et puis de poser votre question. Oui ? Bonjour, Tiffaine Degrand, je suis à un bureau d'études AEC qui fait principalement des schémas directeurs des énergies renouvelables, donc pour les collectivités. Et je me demandais, est-ce que vous savez déjà si ça va bloquer certains projets de rajouter cette obligation, ou pas forcément ?
Alors, je pense que ça ne va pas forcément bloquer des projets. En fait, c'est une question de gestion, essentiellement de gestion des intrants et de gestion du process. Donc aujourd'hui, les projets qui vont se développer vont s'assurer qu'ils vont respecter RED 2. Voilà, c'est plutôt l'inverse. Enfin, je pense que ça ne va pas avoir d'impact. Je dirais que c'est presque même plus simple d'intégrer la démarche tout de suite dans la conception et du projet en fait, quoi. Bonjour, Ludovic Kahn, je suis un syndicat des déchets du BTP, donc rien à voir. Mon interrogation, c'était l'obligation de la collecte des biodéchets des collectivités. Qu'est-ce que ça représente vis-à-vis des potentielles ouvertures de nouveaux méthaniseurs? Alors aujourd'hui, les biodéchets, c'est pas forcément un gisement extrêmement important. On a d'autres gisements, les déchets agricoles, les cultures intermédiaires à vocation énergétique, qui feront demain le gros du potentiel. De mémoire, on est entre 8 et 10 TWh, il me semble, en 2030. Donc on n'est pas sur des potentiels très importants. Par contre, c'est un potentiel très intéressant pour relier le méthaniseur à son territoire. Et ça, c'est extrêmement important. Sur la faisabilité du traitement des biodéchets, là, je vais laisser la parole à Philippe. Et donc je partage complètement le renforcement du lien au territoire, ça c'est une évidence. Maintenant, d'un point de vue pratique, ça nécessite quand même des investissements complémentaires sur le site de méthanisation. De notre point de vue, de toute façon, il y a un aspect déjà réglementaire et sanitaire à respecter qui impose une hygiénisation préalable à la méthanisation, qui consiste en une montée en température à 70 degrés pendant 1 heure, avec un broyage à moins de 12 mm, il me semble. 10 ou 12 mm. Et de notre point de vue d'agriculteur, on conseille fortement l'agriculteur composteur ou l'agriculteur méthaniseur de mettre en tête de process un système de tri mécanique complémentaire afin de s'assurer de la propreté du compost ou du digestat qui va retourner à la terre. Parce que, juste en complément, c'est une certaine complexité supplémentaire. Si on avait voulu faire simple, on aurait fait la méthanisation à l'allemande, on aurait mis des cultures énergétiques avec des effluents d'élevage, et puis là c'est beaucoup plus standard, c'est beaucoup plus simple à piloter. Dès lors qu'on a une diversité de coproduits qui rentrent dans une unité, il y a un pilotage beaucoup plus fin, il y a un certain nombre de mesures à prendre en amont, des métiers aussi, des outils. Quand on parle de déconditionnement des biodéchets, par exemple, ce qui vient des grandes et moyennes surfaces, qui ne peut plus aller dans les filières solidaires et qui doit être désemballé avant d'être mis dans le digesteur, nécessite cet investissement, nécessite d'être garant de la qualité des soupes qui vont rentrer dans le digesteur. Et puis, derrière, il y a la nécessité également de l'hygiénisation dès lors qu'on a des sous-produits animaux. C'est ce que je disais, hein, si nous on a Bonduel qui est pas très loin de chez nous qui fait des salades, dès que vous avez un dé de jambon, vous êtes avec des sous-produits animaux. Donc cette complexité-là, il faut l'appréhender, mais la France, depuis le début, a fait le choix de la méthanisation des coproduits, et c'est une spécificité qui lui permet d'avoir aussi une méthanisation à la fois qui apporte pour les territoires un service et en même temps qui la rend circulaire et durable. Et moi je pense aussi que l'enjeu ne sera pas le même sur les mêmes territoires, hein, ça c'est certain. Le besoin en outils ne sera pas le même non plus suivant les territoires et le nombre d'habitants. Mais dans tous les cas, et c'est d'où l'intérêt de nos deux réseaux aussi au niveau national, c'est aussi une réflexion qui doit se porter en commun et qui peut-être aboutir sur des outils mis en place collectivement aussi pour mieux amortir les coûts et mieux faire accepter le coût aussi, parce que ça a un coût, hein, ça c'est certain. Et on doit mettre en place des outils qui permettent surtout de garantir la qualité du retour au sol, parce que ça c'est un point essentiel. Parce que si le retour au sol ne se fait pas correctement, il ne peut pas y avoir de pérennité sur cette filière. Et nous, on va être super vigilants sur ce point-là. Et d'ailleurs, on alerte même les décideurs sur le fait qu'il faut continuer à encadrer de très près le retour au sol du digestat.
Nous, on a des outils qui s'appellent des plans d'épandage et on pousse vivement à rester dans cette logique-là parce que ça permet de garantir une sécurité, ça permet de garantir un retour au sol local et de garder la traçabilité tout simplement sur ce qui est fait, quoi. Merci Philippe. Oui. Bonjour, Emmanuel Bals. Donc, je suis d'une commune du Finistère et je me demandais si vous pensiez que l'ensemble des territoires avançaient équitablement sur la méthanisation ou s'il y avait des secteurs plus en retard que d'autres. Et du coup, j'ai une autre question. Alors, je ne sais pas si elle est judicieuse. Je la pose quand même. Là, j'entends que ce sont des initiatives privées, essentiellement. J'aurais aimé peut-être avoir votre avis peut-être sur la nécessité que ce soit plutôt porté par une gouvernance alors étatique, départementale, je ne sais pas, mais voilà, votre avis. Alors sur le développement, en fait, ce qui est très important pour nous, en tout cas, et je pense au niveau filière, c'est que le développement se fasse en fonction du gisement. Donc clairement, il y a des régions où il y a moins de gisements, il y a moins d'agriculture, il y a moins de déchets agricoles et donc il y aura moins de méthaniseurs. Et donc ça c'est le cas en PACA, par exemple. Exactement. En PACA, vous n'avez pas beaucoup de méthaniseurs parce que c'est pas une grande région agricole. Donc et c'est aujourd'hui ce qui est porté dans les territoires, c'est vraiment que le méthaniseur, il va devoir, pour monter son projet, s'assurer du gisement qu'il aura disponible. Donc ça, c'est extrêmement important. Et donc, pour pas qu'il y ait de concurrence ni avec l'alimentation, ni avec l'alimentation animale, il faut que le modèle soit respecté. Voilà sur la partie gisement. La deuxième question, j'ai pas très bien compris, c'est s'il fallait développer des méthaniseurs territoriaux avec un portage mixte, en fait, ou complètement public. On est proche d'un service public, en fait. On va y arriver, il me semble, en tout cas, notamment avec la gestion des biodéchets qui va s'imposer. Et en l'occurrence, du coup, je me dis à quel moment on doit ou on ne doit pas basculer sur un service public. C'est une vraie question, hein, c'est pas... Alors peut-être un élément de réponse. Dans l'exercice des services publics, vous pouvez déléguer à des opérateurs privés, ce qui se fait fréquemment, notamment dans la gestion des déchets. C'est le cas chez toi. Tu collectes pour le compte d'eux, j'imagine, voilà, dans le cadre de marché. Et tu traites pour le compte d'eux dans le cadre de marché également. Donc il y a ce lien avec la puissance publique à travers la contractualisation, mais il n'y a pas de modèle unique. Et hier, je faisais intervenir une élue, donc Sandrine Berthet, maire de Tournon, qui est une commune de Savoie, dans laquelle il y a un méthaniseur qui traite les biodéchets autour d'Albertville, et avec Marc Gazola, qui est l'agriculteur méthaniseur, qui exploite l'unité de méthanisation et qui la possède à 52%. La collectivité, donc la communauté de communes, la commune, ainsi que 2 opérateurs privés de déchets sont au capital de la société de projet pour pouvoir garantir en fait les gisements, et l'agriculteur méthaniseur, lui, garantit le traitement. Donc il existe une pluralité de modèles aujourd'hui. Tout est à peu près sur la table. Tout dépend du contexte territorial. Une unité de méthanisation, et c'est pas Philippe qui va me contredire, elle est portée par un entrepreneur agricole, un entrepreneur peut-être public, un entrepreneur peut-être industriel, ça existe aussi, notamment dans l'industrie agroalimentaire. Et il faut trouver les bonnes personnes qui sont prêtes à monter le projet. Là, en l'occurrence, sur Tournon, c'est une idée du maire de la précédente mandature qui a germé et qui est allé chercher un agriculteur de sa commune pour monter le projet en commun. Tous les modèles existent et je vous invite à vous rapprocher surtout des agriculteurs de votre territoire, parce que c'est ça qui fera naître des projets potentiellement, et surtout des projets intelligents. Tu as tout dit, en fait. Y a-t-il une dernière question? Et après, on devra laisser la place. Nicole Tortello du Ban, je suis conseillère en affaires publiques. Je m'intéresse à votre secteur depuis un certain nombre d'années
et notre cabinet travaille principalement pour des acteurs de la santé. Donc je voulais savoir si vous aviez, si la filière avait un positionnement santé globale. Est-ce que vous avez ce type d'approche aussi? Parce que j'avais cru comprendre au départ que les riverains avaient des fois des réserves quant à l'installation de méthaniseurs. Est-ce qu'aujourd'hui, avec l'évolution de la réglementation et ces nouvelles stratégies que vous prenez sur tout ce qui est éco, est-ce que vous allez jusqu'à avoir un positionnement santé globale sur cette filière méthanisation? Merci. Alors moi je vois deux sujets, hein. Hygiénisation peut-être, et puis peut-être aussi sur les usages et le bio-GNV qui se substitue à des carburants fossiles et qui émet moins de polluants dans l'atmosphère, etc. Donc il y a peut-être ces deux pistes. Ben, disons que c'est une question un peu difficile, mais aujourd'hui, nous, déjà dans un premier temps, dans notre charte de bonnes pratiques, on prend en compte déjà la sécurité et la santé de nos collaborateurs, parce que c'est très important qu'ils soient correctement formés à l'exploitation et à la gestion d'un site de méthanisation, parce qu'il existe des risques, hein, on ne peut pas les nier. Et du coup, nous-mêmes, on a fait des formations et on incite nos collaborateurs à faire des formations dans le cadre de nos associations, d'aller rencontrer d'autres méthaniseurs pour voir un petit peu ce qui a été mis en place. Donc il y a un travail collectif là-dessus, mais c'est déjà une première étape qui est à nos yeux très importante. On prend en compte de façon très importante aussi la qualité du retour au sol du digestat, puisque on mène des travaux d'expérimentation, on va essayer de créer un peu plus de liens avec l'INRAE aussi, parce qu'on sait qu'on a des périodes administratives pendant lesquelles on n'a pas le droit de dépendre, et des périodes réglementaires dans lesquelles on a le droit de dépendre, mais qui ne correspondent pas toujours à des conditions météo qui permettent d'une part d'aller dans les champs, et d'autre part, s'il fait trop chaud, c'est aberrant de dépendre du digestat directement comme ça, sans l'enfouir directement, parce qu'on a des risques d'une part de perte d'azote, mais qui peuvent avoir un impact aussi sur la santé humaine. Donc tout ça, c'est des points qu'on intègre dans notre façon d'exploiter et de gérer aussi bien l'approvisionnement, mais que le retour au sol. Parce qu'il y a un intérêt pour nous, mais il y a aussi un intérêt pour la santé publique, c'est important. Et c'est vrai que maintenant, on va encore travailler plus en détail le bilan de gaz à effet de serre de nos installations, parce qu'on sait qu'il est bon, mais on doit pouvoir le prouver. Et produire de l'énergie localement, pour moi, c'est un atout de toute façon, mais il faut pouvoir le quantifier, quoi. Juste pour terminer, sur l'acceptabilité, aujourd'hui, enfin, la filière, elle a maintenant, enfin, en tout cas sur l'injection, on a près de 10 ans de recul. Il y a une vraie formation aujourd'hui des porteurs de projets au travail avec le territoire, la communication auprès des riverains. C'est vrai qu'il y a des craintes qui peuvent être légitimes. Un exemple, les odeurs. En fait, le digestat, ça sent moins que des effluents qui vont être épandus directement. Voilà, il y a un certain nombre de choses qu'il faut expliquer, c'est normal. Les méthaniseurs, les porteurs de projets ont pris cette question à bras-le-corps, et aujourd'hui, il y a des dialogues qui s'ouvrent entre les porteurs de projets et les riverains. Voilà. Et le mot de la fin. J'ai juste encore un petit exemple, mais nous, dans notre territoire, en fait, on se rend compte que les pratiques agricoles, grâce à la méthanisation, ont complètement changé. Et c'est vrai que visuellement, aujourd'hui, on est beaucoup plus visible parce qu'on ramène le digestat au sol avec des tonneaux. On a des rampes d'épandage qui sont spécialement étudiées pour pas perdre de l'azote qu'on amène, hein, sous forme de volatilisation. Mais on discute des fois avec nos collègues, nos riverains, qui nous disent oui. J'ai dit oui, moi, mais avant, tu ne me voyais pas quand je passais avec mon épandeur à engrais, j'étais très discret. Mais je suis convaincu que c'était moins bon, quoi. Donc il y a aussi cet impact visuel qu'il faut expliquer aussi. Et pour terminer, si vous cherchez des données sur justement l'impact d'une unité de méthanisation sur la résilience des exploitations agricoles, vous pouvez aller sur notre site internet France Gaz Renouvelable. On a fait une étude justement pour mesurer la transformation des pratiques agricoles grâce à l'unité de méthanisation. Et ce que dit Philippe est très juste. Alors il ne me reste plus qu'à vous demander d'applaudir nos deux intervenants. Et moi je les remercie pour
leur mobilisation et la qualité des interventions. Je vous remercie d'avoir participé. Je vous souhaite un excellent salon. Vous pouvez nous retrouver sur la place des biodéchets et des gaz renouvelables, pavillon 3, J106. Et vous pouvez retrouver les intervenants, et notamment Philippe qui est sur le stand des agriculteurs composteurs de France. Très bon salon à vous tous. Merci.